Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes réunis pour parler d'un numéro des Cahiers Jaurès intitulé « Les possibles des mondes ouvriers et socialistes » qui est apparu en 2021. Il s'agit d'un colloque qui aurait dû se tenir en novembre 2020, mais qui n'a pas pu être organisé en raison des restrictions sanitaires. Et nous avons décidé de maintenir la publication des actes de ces deux journées qui étaient prévues en novembre 2020 autour de cette thématique des possibles des mondes ouvriers et socialistes. Alors pour en parler avec moi, nous avons donc trois intervenants. Marion Labey, qui est doctorante à Paris Diderot et à Rome 3 et qui soutiendra sa thèse imminemment, et elle va nous parler de ses recherches plus précisément. Quentin Gasteuil, qui vient tout juste de soutenir sa thèse sur les socialistes français et britanniques et leur rapport aux mondes coloniaux. Et Adeline Blaschewicz, qui vient de soutenir sa thèse sur Albert Thomas il y a tout juste un mois. Merci beaucoup d'être là tous les trois pour parler avec nous de ce numéro. Alors, pour revenir un petit peu sur le contenu et sur l'idée qui avait été la nôtre, il s'agissait d'abord de répondre à un contexte particulier, un contexte de commémoration, qui en fait est un contexte de plusieurs années qui avait commencé dès 2014 avec des commémorations qui s'étaient enchaînées, d'abord pour la Première Guerre mondiale, ensuite en 2017 la commémoration des révolutions russes, en 2018-19 c'était la commémoration de l'armistice et de la paix, de la construction de la paix, peut-être qu'Adeline pourra nous en reparler autour de l'OIT. Et puis, en 2020, c'était le centenaire de la scission entre la SFIO et la SFIC au congrès de Tours en décembre 1920. Et alors, cette commémoration, d'ailleurs, de 2020 a été assez intéressante parce qu'elle a donné lieu à 3 numéros de revues différents. Celui des Cahiers Jaurès dont nous allons parler, un numéro du mouvement social sur la naissance des communismes, et un numéro de 1900 sur ce que veut dire un congrès politique dans ces années 1920-1930 dans le contexte de la naissance des partis communistes. Et ce qui était intéressant, c'est que cette commémoration du centenaire de la naissance des partis communistes, en fait, ne s'attaquait pas au congrès de Tours lui-même, ni à l'opération de la naissance de ces partis, mais plus à leur environnement, c'est-à-dire la façon dont le contexte d'après-guerre, dans le contexte des mouvements sociaux de 1918-1920, avait donné naissance à ces partis communistes. L'idée qui avait été la nôtre dans ce numéro, c'était de reprendre tout ce cycle de commémoration, donc toute cette période à la fois de la fin de la Première Guerre mondiale et des mois qui suivent immédiatement la guerre, et d'interroger non pas spécifiquement la naissance des mouvements communistes, mais plus globalement cette période qui s'échelonne de 1917 jusqu'en 1923, autour d'une question qui était au fond assez simple. Que se passe-t-il quand un événement monstre comme la Première Guerre mondiale bouleverse totalement les rapports sociaux, bouleverse complètement les fondements des sociétés européennes? Comment est-ce que ces mouvements sociaux peuvent se réinventer et essayer de s'insérer dans des univers nouveaux? Et donc c'était la question qui avait été au cœur de ce numéro. Par conséquent, l'idée avait été d'étendre à la fois la chronologie, c'est-à-dire non pas autour de 1920, mais autour d'une période 1917 jusqu'en 1923, et d'élargir également l'espace, puisqu'il s'agissait non pas d'interroger uniquement le cas français, mais de le remettre dans son contexte européen, voire dans son contexte extra-européen. Donc il y avait ce contexte de commémoration qui était important. Il y a une autre idée qui était également importante, c'était d'interroger cette période autour de renouvellement qui anime aujourd'hui les sciences humaines et sociales, par exemple autour des notions d'événements et de crise, avec l'idée de conjoncture fluide qui est développée par des sociologues, autour de l'idée que les événements se déploient comme des processus dans lesquels les acteurs individuels essaient de se situer de façon assez peu prévisible finalement. Il s'agit d'examiner la discontinuité de l'événement, la façon dont en réalité les choses ne sont pas cristallisées d'avance et dont ces mouvements des années 1918-1920 s'inventent progressivement. Interroger également le poids des imaginaires qui sont investis dans ces années pour examiner donc cette notion de possible telle qu'elle avait été abordée par Pierre Saint-Caravelou et Quentin de Luermoz dans un livre qui avait paru au Seuil, intitulé « Pour une histoire des possibles ».
Donc, il s'agissait d'interroger cette période autour de la façon dont ces mouvements ouvriers et socialistes allaient pouvoir se recomposer. Grosso modo, le numéro est divisé en 3 parties principales. Il y a une première partie qui s'interroge sur les acteurs individuels et sur le rôle des acteurs individuels. Donc il y a une contribution de Romain Ducoulombier sur le dandysme des tranchées, sur la façon dont les écrivains et artistes surréalistes créent une avant-garde artistique dès leur expérience de guerre, autour en particulier du cas de Louis Aragon. Une deuxième contribution par Vincent Chambarlac qui traite du cas de Léo Rosenthal. Et enfin, une contribution de Marion Labbé qui va nous en parler autour du militant italien Andrea Caffi, dont elle va nous parler et nous souligner toute l'originalité. Donc ça, c'était une première phase, une première partie du dossier. Une deuxième partie traitait plus généralement de l'élaboration de ces possibles distincts au sein de collectifs plus importants, que ce soit dans des univers partisans, et c'est pour ça que nous avions demandé à Franck Schmitt de rédiger une contribution sur le passage du SPD à la SFIO, comment se déroulait le passage pour ces militants d'une forme partisane à une autre dans le contexte du retour de l'Alsace-Moselle à la France. Une contribution de Nicolas Patin sur les possibles de la révolution allemande, ce que ça impliquait pour la société allemande et le SPD d'une manière générale, et une troisième contribution d'Adeline Blaskevitz sur Albert Thomas et sur la façon dont l'OIT a été un acteur absolument essentiel de la reconstruction de cet ordre de l'après-guerre. Et puis enfin une troisième partie qui, elle, traite d'une expansion géographique de ces possibles des mondes ouvriers, donc à la fois la contribution de Quentin Gasteuil sur le rapport des socialistes européens à la question coloniale et une contribution de Serge Volikov sur l'international communisme, et enfin une contribution d'Elisa Marcobelli sur la SFIO en 1919 entre wilsonisme et léninisme. Alors, autour de ce dossier, nous allons organiser la discussion autour de 4 thématiques. D'abord sur cette notion de possible ou d'horizon possible. Comment est-ce que les uns et les autres, vous avez compris cette notion de possible? Est-ce qu'il y aurait en fait un moment de l'après-Première Guerre mondiale qui ne se réduirait pas en fait ni à la signature des traités ni à la naissance des mouvements communistes, mais qui en fait serait une période de plusieurs années, un petit peu plus large, et qui permettrait de mieux comprendre à quel point la guerre va transformer radicalement un certain nombre d'identités politiques. Donc ça, c'est une première question. Peut-être qu'on peut commencer par Marion Labbé, donc à la fois nous parler de votre contribution plus spécifiquement et sur la façon dont la notion de possible permet de mieux l'éclairer. Oui, bonjour, merci. Alors, je pourrais peut-être commencer par le cadre plus large de ma recherche doctorale. Donc, je m'intéresse à un groupe assez composite de militants, libertaires, syndicalistes, socialistes, puis communistes, qui, au cœur de la guerre, vont faire le choix d'adhérer au projet bolchevique, puis d'adhérer éventuellement au Comintern. Et donc, pour eux, ce futur possible, c'est un futur socialiste, évidemment, un futur où on mettrait fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, mais c'est aussi un monde nouveau. C'est vraiment faire table rase et mettre fin au monde qui a donné la guerre. Dans le cadre de ma contribution sur Andrea Caffi, donc Andrea Caffi, c'est un intellectuel italo-russe qui a fait la révolution russe de 1905, qui a vécu, qui a été emprisonné dans les prisons tsaristes et qui donc voit dans les révolutions russes de 17 le renouvellement, la réactualisation au final de la tradition socialiste russe. Donc lui, il est un peu spécial dans le groupe que j'étudie puisqu'il n'est pas marxiste, il est plus proudhonien, anti-étatiste, anti-autoritaire. Et pour lui, le futur idéal qu'il imagine avant et pendant la guerre, c'est une Europe fédéraliste, une Europe où les peuples seraient libres et pourraient s'autodéterminer, et une Europe de la paix. Et là, je vais peut-être toucher à un point qui touche l'ensemble des militants que j'étudie, c'est que la paix, c'est la chose la plus importante à la fin de la guerre, et que le futur socialiste doit être un futur de la paix. Alors, futur de la paix, ça c'est une préoccupation qui est aussi au cœur de la fondation de l'OIT par Adeline. Donc, je propose de passer à la contribution d'Adeline sur la façon dont l'OIT a créé un possible de cet après-Première Guerre mondiale.
Alors effectivement, donc moi dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée au parcours politique d'Albert Thomas, qui est le premier directeur du Bureau international du travail. Autrement dit, le secrétariat de l'Organisation internationale du travail, qui est créé en même temps que la Société des Nations par le traité de Versailles, donc signé en juin 1919. Et c'est un parcours intéressant parce que c'est un socialiste qui va s'intéresser vraiment à la question de l'organisation de la paix. Donc tous les socialistes s'y intéressent, mais disons que pour lui, l'horizon possible qui est créé par la période de transition entre l'armistice et la signature du traité de Versailles et la mise en place de ces organisations internationales nouvelles, ça va être la question de savoir comment organiser la paix sur la base de la justice sociale. C'est vraiment la notion qui est au cœur de l'Organisation internationale du travail. Et pour lui et pour le groupe de différents socialistes, notamment français, qui vont le rejoindre à l'OIT, la question va être de savoir comment, en gros, la nouvelle situation créée par la signature de la paix va permettre de régler éventuellement une fois pour toutes et au niveau international la question sociale ouverte au XIXe siècle et la question industrielle et la question du règlement des conventions du travail. Donc c'est vraiment comme ça que se pose la question pour cet individu et pour ces acteurs qui l'entourent. Alors donc, on voit bien que les possibles qui s'ouvrent, c'est à la fois saisir ces années d'après-guerre pour organiser le travail, également pour pérenniser la révolution. Est-ce que, sous l'angle des rapports avec les empires coloniaux, il y a un changement de cet après-Première Guerre mondiale, un changement de regard qui est porté par les mouvements ouvriers et socialistes? Quentin Gasteuil. Alors, je ne le définirais pas tant comme un changement que comme un moment où des possibles, justement, qui étaient présents juste avant la guerre, viennent cristalliser pour donner naissance à des continuités. Je m'explique. En réalité, avant la guerre, plusieurs orientations concernant les questions coloniales se retrouvent dans le mouvement socialiste européen, avec notamment deux tendances principales. Une tendance qui refuse expressément toute présence européenne ultramarine, et de l'autre, une tendance qui certes dénonce les exactions coloniales qui sont, dont le terrain colonial est le cadre, mais qui pense la possibilité d'un monde colonial dont les socialistes pourraient s'emparer pour éventuellement faire advenir leurs projets futurs. La guerre, par tous les bouleversements qu'elle implique, en fait, ouvre ce champ des possibles et vient en même temps le réduire une fois la guerre terminée, avec la victoire en quelque sorte de certaines de ces orientations sur d'autres. Et ce qu'on remarque, c'est que là où plusieurs orientations cohabitaient avant le conflit, en réalité le conflit vient renforcer par ses caractéristiques le camp de l'acceptation du fait colonial, de la considération de la question coloniale comme un état de fait qu'il s'agirait d'amender, et d'un certain nombre de caractéristiques qui sont liées à cela, ou qui sont connexes en tout cas, comme la propension à envisager de manière hiérarchique les populations autour du monde, comme la volonté de permettre aux populations colonisées de se développer avec l'idée que les Européens viendraient leur porter la bonne parole civilisatrice. Bref, des choses qui étaient présentes ou qui étaient en germe avant la guerre se retrouvent de manière beaucoup plus affirmée après la guerre. C'est en cela que moi je considère dans ma contribution la guerre non pas comme un moment de bascule, non pas comme un moment de transformation et de changement, mais plus comme un moment d'accélération dans des dynamiques qui étaient déjà à l'œuvre, et pour permettre à des tendances qui cohabitaient à un moment de l'emporter l'une sur l'autre. Du coup, la question que l'on pourrait poser, ce serait de savoir si cette brève période de quelques mois n'aurait été qu'une parenthèse rapidement refermée, avec des possibles qui se déploient, mais des choix qui finalement se cristallisent assez vite. Et donc, est-ce que vous avez tous les trois l'impression qu'en fait, il s'agit d'une sorte de période un peu d'incertitude, mais qui, au fond, se résout assez vite? Et quel rôle jouent les partis politiques dans cette cristallisation? Parce qu'on voit bien qu'à partir de 1922, 23, 24, en fait, tous ces débats sont polarisés par des organisations politiques socialistes, communistes, qui contribuent à cristalliser les choses. Est-ce que c'est des éléments que vous avez envisagés dans vos recherches d'une manière plus générale? Marion? Oui, bien sûr. Alors, une période d'incertitude, évidemment.
Est-ce que c'est une période de grand bouleversement? C'est une période où les acteurs historiques que j'étudie font le voyage en Russie révolutionnaire et confrontés donc à un nouveau monde, à de nouvelles pratiques politiques. Et je dirais que donc il y a des phénomènes d'adhésion, de désadhésion à la révolution russe, au projet porté par les bolcheviks. Mais il y a quand même la naissance d'une nouvelle internationale, de l'internationale communiste en 1919, qui va quand même fédérer sur une courte période un ensemble de militants. Et elle joue un rôle essentiel dans cette sortie de guerre, cette nouvelle internationale, parce qu'elle donne l'espoir d'un renouvellement du socialisme, d'un socialisme qui a, selon eux, été trahi par la Deuxième Internationale, qui n'a pas su empêcher la guerre. Alors, Adeline, peut-être ? Je dirais que là, si on décale le regard en se portant sur l'échelle internationale, on peut poser la question peut-être autrement, dans le sens où effectivement, à l'échelle nationale, la concurrence à la légitimité socialiste et révolutionnaire va cristalliser les positions peut-être antagonistes entre SFIO et SFIC, surtout après donc, la création officielle de la SFIC après le congrès de Tours en 1920. Mais pour certains acteurs, cette séparation n'est pas forcément inéluctable. Et je pense que pour les acteurs que j'étudie en particulier, c'est-à-dire donc ces fonctionnaires qui vont s'engager à l'OIT dans cet esprit de Genève, dans cet esprit de la paix et de la justice sociale, il y a peut-être l'idée qu'il faut justement se détourner de ce qui se passe sur l'échelle nationale pour continuer à ouvrir un horizon possible à une autre échelle, là où justement ces oppositions de partis seraient peut-être trop stériles. Donc d'une certaine façon, c'est l'internationalisme pour contourner les cristallisations qui ont lieu dans le débat national. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez aussi, Quentin Gasteuil, cette fonction de l'internationalisme comme un moyen de contourner des choses qui sont en train de se cristalliser sur le plan national ? En réalité, la chronologie pour les questions coloniales, elle est assez différente à l'échelle du socialisme européen parce qu'on remarque que les principaux débats ou les principales discussions, elles ont lieu entre 1917 et 1919, vraiment dans le cadre des perspectives de monde futur lorsqu'on commence à envisager la fin du conflit et dans les discussions autour des traités de paix juste après la fin de la guerre. Une fois, et on parle pour les questions coloniales, toujours, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, une question qui est très secondaire, qui est très peu traitée, qui est très peu clivante au sein du mouvement socialiste, même si, évidemment, des orientations différentes existent, mais en réalité, ce n'est jamais une question sur laquelle on va prendre le risque d'ouvrir une confrontation ouverte entre différentes sensibilités. Donc, on parle d'une question secondaire, une question relativement consensuelle, et elle ne trouve sa place que vraiment juste avant et juste après la fin du conflit. À partir de 1919, et des déceptions qui sont nées des modalités coloniales du traité de Versailles, notamment la privation des colonies allemandes à l'Allemagne, en tout cas le retrait de ces colonies et la forme mandat de la Société des Nations qui ne convient pas aux socialistes. La question coloniale, elle est très peu présente. Et dans la rupture avec les communistes, même si une des 21 conditions pose clairement pour la question coloniale la nécessité d'agir différemment pour les nouveaux communistes par rapport à ce que faisaient les socialistes avant. C'est une question, la question coloniale, qu'on trouve très très peu dans la séparation, par exemple à Tours. La question coloniale est très très peu évoquée à Tours, quasiment pas. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'influence ensuite, et c'est là où je rejoins ce que vous disiez, c'est que la séparation avec les communistes va rigidifier les positions socialistes parce que désormais il est nécessaire de se positionner par rapport à ou contre les communistes. Et de l'autre côté, en tout cas pour la SFIO, la rupture communiste impose une reconstruction à la SFIO qui n'a comme objectif pas de se concentrer sur des questions, encore une fois, jugées secondaires. Et donc la question coloniale dans la SFIO, elle va être plus ou moins évacuée dans toute la première moitié des années 20, jusqu'au moment où il est nécessaire de prendre vraiment position au moment de la guerre du Rif. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans chacune de vos trois contributions, c'est que tous, vous faites varier les échelles d'analyse en fait, de l'individuel au collectif ou du local vers le global.
En quoi est-ce que cette variation entre les échelles peut vraiment apporter quelque chose à la façon dont on fait de l'histoire sociale, de l'histoire politique de ces mouvements ouvriers socialistes aujourd'hui? Quels seraient les apports en fait de ces variations d'échelle dans chacune de vos recherches respectives? Oui, donc effectivement, moi, dans le cadre de ma recherche doctorale, j'étudie plusieurs trajectoires individuelles et j'essaie d'avoir une approche en termes de biographie connectée, disons. Je pourrais prendre donc l'exemple d'Andrea Caffi de ma contribution au cahier Jaurès. Donc pour comment intégrer au final cet acteur singulier qui fait donc l'expérience, donc qui part en Russie en 1919, qui fait l'expérience de la Russie révolutionnaire, de la Russie en guerre civile. Et donc je l'intègre, on va dire, dans deux mouvements qui sont aussi deux expériences partagées avec d'autres militants. La première, c'est celle de l'adhésion au projet, donc, que j'ai déjà évoqué, qui est donc partagée par un ensemble très, très hétérogène de militants européens à cette époque. Et la seconde, c'est faire l'expérience au final de cet ensemble de militants non communistes qui vont en Russie bolchevique pendant la guerre civile et après éprouver, faire l'expérience de la désaffection au final, une désaffection qui peut être brutale ou progressive vis-à-vis du régime bolchevique. Et donc Andrea Caffi, il va en fait rapidement produire un petit bulletin critique dont on sait assez peu de choses. Il va être accusé d'avoir voulu dissuader la délégation italienne venue pour le deuxième congrès de l'Internationale communiste en 1920 d'adhérer à l'Internationale communiste. Et à cette époque, il est encore proche des mencheviks et il va être emprisonné. Et là, du coup, il va faire cette expérience de la prison et il va tout de suite en fait, condamner le régime bolchevique qui ne représente plus en fait, l'idéal qu'il avait porté en Russie en 1919, puisque c'est devenu, il le voit vraiment comme un État autoritaire et centralisé. Adeline Blaskiewicz. Oui. Alors le premier rapport, sans doute de faire varier les échelles et de faire s'interagir en fait, par exemple l'échelle nationale et l'échelle internationale, ça va être aussi de permettre peut-être parfois de complexifier ou d'apporter de nouveaux éléments simplement même biographiques sur le parcours de certains individus qui étaient connus pour leur activité militante en France, mais dont l'activité par exemple à Genève était peu connue ou moins connue parce que les historiens n'avaient pas forcément exploré les archives qui concernent cette activité qui sont à Genève. L'autre rapport aussi, ça va être par exemple sur la question du vocabulaire et de l'expertise sociale qui va être mobilisée par les acteurs même à l'échelle nationale. Je prendrai un exemple. Au moment du débat à la fin des années 1920, donc là je décale un petit peu la chronologie, mais au moment du débat sur la question des assurances sociales, puisqu'il y a deux lois qui vont être adoptées en France à la fin des années 1920, l'exploration des archives croisées entre les archives françaises, même les archives militantes, et donc par exemple les journaux militants, et les archives de l'OIT, montre que les acteurs nationaux se servent de l'expertise sociale qui est fabriquée à l'OIT sur la question des assurances sociales pour se mobiliser sur cette question propre des assurances sociales. Donc on voit que leur expertise économique et sociale en fait est aussi forgée par un détour par la sphère internationale. Donc ça apporte quelque chose sur même le parcours biographique, mais aussi l'expertise économique et sociale de certains acteurs. Et Quentin, est-ce que vous voyez la même chose pour votre sujet, c'est-à-dire le détour par le regard international permet de voir des choses qu'une analyse nationale ne permettrait pas de voir? Oui, ou alors est-ce que ça permet de ne pas de voir autre chose ou de voir les choses différemment? C'est aussi la question. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment d'articuler des échelles qui sont à la fois celles des individus, des partis et des regroupements de partis, si on prend le cadre des internationales. Et dans la continuité de ce que disait Adeline, on voit aussi sur les questions coloniales la mobilisation dans les partis et par des acteurs nationaux des décisions qui sont prises à l'échelle de l'internationale socialiste, notamment sur la question coloniale autour de la fin de la guerre.
Ce qui est intéressant, c'est que les différentes échelles et les différentes instances dans lesquelles le discours se déploie et les débats ont lieu offrent des débouchés différents et des contraintes différentes. On ne peut pas dire la même chose à une tribune de l'Internationale socialiste que dans un congrès ou que dans une réunion de militants, puisque le cadre n'est pas le même, les interlocuteurs ne sont pas les mêmes et les obligations ou les attendus de chacun ne sont pas les mêmes. Et donc, en faisant varier les échelles, justement, on peut se rendre compte des contraintes qui sont celles qui pèsent à chaque niveau, et donc de redonner, et c'est une chose, moi, qui me paraît vraiment intéressante, de redonner à toutes ces dynamiques, quelle que soit leur échelle, toute leur chair. Parce que on parle, en fait, quand on parle d'international, de parti, on parle d'individus qui se déploient dans des instances qui sont en fait des corps vivants, certes encadrés, bornés par des statuts, par des obligations institutionnelles, mais en réalité qui ne sont faites que des hommes et des femmes qui les composent. Et donc, en faisant varier, je le pense, les échelles et en prenant en compte les différentes contraintes et potentialités représentées par chacune d'elles, on voit aussi dans quel milieu les individus peuvent se déployer et donc redonner toute leur complexité et à leur pensée et à leur discours et à la circulation de ces idées et de la manière de les exprimer. Alors du coup, c'est assez intéressant parce que tous les trois, vous confirmez ou vous développez l'idée qu'une histoire globale de ces mouvements ouvriers socialistes serait possible en tenant les deux bouts à la fois de quelque chose qui se déploie sur le plan international en faisant varier ces échelles, mais en même temps sur des cas extrêmement concrets. Vous disiez juste donner chair à toutes ces échelles d'analyse, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on est là sur quelque chose qui finalement est développé parmi les historiens depuis une dizaine d'années et qui permet de voir que les recherches sur les mondes ouvriers socialistes s'actualisent aussi dans cette direction d'une histoire globale. Ce qui m'amène à ma dernière question que j'aimerais vous poser à tous les trois. Là, on a interrogé donc les possibles des mondes ouvriers socialistes, mais quels seraient les possibles pour vos recherches d'histoire sociale, politique, dans cette continuité-là, en fait? Comment est-ce que vous envisageriez les terrains possibles de recherche à partir de votre contribution ou à partir des thèses que vous venez tous les trois de soutenir ou être en voie de soutenir? Alors, je pourrais déjà parler peut-être de mon approche dans mon travail de recherche. Donc, j'ai une approche déjà en termes d'histoire transnationale qui me paraissait plus à même, au final, de refléter ces différentes trajectoires militantes entre la Russie, l'Italie et la France dans l'entre-deux-guerres, et qui reflétait aussi mieux l'identité de ces militants qui, par exemple, comme Andrea Caffi, mais je pense aussi à Angelika Balabanov, enfin d'autres acteurs historiques que j'étudie, ne peuvent pas se réduire à une identité nationale. D'autre part, j'essaye d'allier l'histoire des représentations et la sociologie du militantisme, de l'adhésion et du désengagement, enfin de l'engagement et du désengagement. Ce qui me permet de mieux cerner au final l'interaction entre ces deux phénomènes. Enfin, en quoi la trajectoire militante va produire telle ou telle représentation du futur, dans le cas de cette journée, ou dans ce que je fais moi plus personnellement dans les représentations de l'URSS et du régime soviétique. En termes de perspective, peut-être qu'il dépasse aussi ma recherche, je pense qu'on pourrait apporter une attention, peut-être davantage d'attention à l'histoire du mouvement libertaire sur cette période, de la question du genre et en général des marges au final des mouvements ouvriers et socialistes. Quentin ? Que ce soit par rapport à ma contribution dans ce numéro des Cahiers Jaurès ou comme Marion à ma recherche plus globalement, moi ce qui m'a intéressé, c'est, et en lien avec ce que je disais tout à l'heure, de déconstruire les objets institutionnels et notamment les partis pour voir toutes les interactions dont ils étaient le cadre et de quelle manière on pouvait les considérer comme des organismes vivants incarnés par des individus qui y déployaient leur activité. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant en ça, à réinterroger la forme parti,
mais on peut aussi le penser à l'échelle des internationales, puisque ce sont aussi des structures de délibération, de rencontres, de rapports de force entre des militants. Donc cette déconstruction institutionnelle, je trouve qu'elle est assez féconde. Et puis, je pense aussi qu'on peut, dans la continuité de ce que disait Marion, encore une fois, interroger les cultures politiques, que ce soit certes en termes de pratiques militantes et de manière de, par exemple pour les questions coloniales, de défendre une cause coloniale. C'est très propre à certains socialistes de penser qu'il suffit d'une revendication, d'une contribution ou d'une résolution de congrès pour que la question soit résolue, alors que d'autres vont privilégier l'action militante, le soutien lors de mobilisations ouvertes ou de discussions en coulisses pour faire avancer des causes. Donc cette question des cultures et des pratiques m'intéresse aussi parce qu'elle permet d'interroger les legs, les héritages, comme les futurs possibles d'ailleurs, mais ce que moi j'ai essayé de montrer dans cette contribution et plus largement dans ma thèse, c'est que ce qui se passe ici entre 1917 et 1923, mais plus largement dans l'entre-deux-guerres, est aussi dans la continuité de ce qui se passe et de la manière dont on pense les questions coloniales avant la guerre, et donc que finalement on ne peut penser toutes ces questions-là qu'en les réinscrivant dans des champs d'expérience, pour reprendre ce terme. Donc je pense que cette question des héritages et de la réinscription chronologique aussi plus large est très intéressante, notamment dans la construction des pensées politiques. Adeline ? Oui, alors peut-être qu'en fait, un peu ce moment global qui touche l'histoire des mouvements socialistes et des mouvements ouvriers incite ces mouvements socialistes et ouvriers à réfléchir sur leurs origines mêmes. C'est-à-dire que, évidemment, le socialisme, dans cette période-là, se définit d'abord aussi par son internationalisme. Et en fait, réinsérer la question de l'international socialiste et de l'internationalisme socialiste en le replaçant aussi dans des communautés internationales qui sont plus larges, ça permet aussi de réfléchir à la spécificité ou non de cet internationalisme socialiste. Je m'explique. Pour la question de l'OIT, justement, moi, en fait, je me suis intéressée en partie aux archives de l'Internationale socialiste, mais j'ai aussi cerné ces acteurs par le biais des archives d'une autre organisation, celle de l'Organisation internationale du travail. Et ce qui me permettait de voir, en fait, l'interaction plus grande que ce qu'on l'a écrit par le passé entre l'internationalisme socialiste et l'internationalisme libéral, par exemple, l'internationalisme des réformateurs sociaux. Donc, s'intéresser à des acteurs qui, par leur parcours international, naviguent entre ces différentes sphères internationales, ça permet aussi de réinterroger la spécificité ou non de ces différents internationalismes et la place spécifique de l'international socialiste dans tout cet horizon et dans cet univers. Alors, j'avais dit que c'était la dernière question, mais en fait, j'ai envie d'en poser encore une dernière. Quentin Gasteuil, vous disiez que vos recherches incitaient à réinterroger les formes partisanes, les formes institutionnelles, à mettre l'accent sur le militantisme, sur les pratiques politiques. Est-ce que, en fait, ces préoccupations qui sont les vôtres en tant que chercheuses et chercheurs ne sont pas celles, en fait, d'une génération aussi qui interroge réellement les fondements de la vie politique contemporaine, notamment la forme partisane? Est-ce qu'il y a en fait un écho des débats contemporains de la vie politique aujourd'hui sur vos propres recherches et votre façon d'appréhender vos objets de recherche? Alors ça, c'est une question peut-être un petit peu plus personnelle, mais j'ai le sentiment qu'il y a presque un effet de génération, en fait, dans la façon dont vous interrogez vos objets de recherche. Et que des chercheurs âgés, disons, de 20 ou 30 ans de plus, n'interrogeraient absolument pas les choses de la même manière. Oui, effectivement, dans cette espèce de désaffection partisane, des formes partisanes de lutte, je sais pas, qu'on ressent aujourd'hui, c'est vrai que l'histoire que j'étudie semble très étrangère, très lointaine. Mais en même temps, je retrouve au final cette espèce de déception vis-à-vis de la forme parti chez certains militants que j'étudie à la fin des années 30, déçus par le communisme de Staline. Et donc, au final, on retrouve aussi les mêmes, les mêmes phénomènes à différentes étapes de l'histoire, je dirais.
Oui, je pense qu'évidemment, on est toujours nourri dans ses propres recherches de ce qui nous entoure et qu'il n'y a d'histoire que contemporaine. Finalement, en tout cas, les problématiques de nos recherches sont très liées à ce qu'on vit. Et en effet, surtout pour nous qui étudions le socialisme français, les évolutions du Parti socialiste, les évolutions même du militantisme lui-même, ces dernières années comme ces dernières décennies, moi, m'ont poussé à essayer de voir finalement ce qui pouvait se faire avant. Et puis, donc il y a à la fois cette motivation-là, et puis aussi une motivation qui est de repenser aussi un peu les objets de l'histoire politique ou de l'histoire du politique en dépassant finalement ce qui avait pu être de manière très intéressante auparavant, en voyant comment est-ce que finalement on n'avait pas tout dit sur le politique et sur ses caractéristiques lorsqu'on étudiait des partis, des militants, et en l'occurrence la SFIO pour ce qui me concerne. Et c'est cette double motivation, je crois, qui moi, oriente mes travaux, à la fois ce que je vois aujourd'hui et puis ce que je vois comme potentialité dans une historiographie qui n'a encore pas tout livré. Adeline, cette vaste question. C'est une vaste question, mais qui peut-être... si je reprends la question dans l'autre sens, je dirais que... par exemple, moi, je me suis intéressée à un parcours biographique et je crois que l'essence même du parcours biographique amène à questionner la place d'un individu dans des groupes qui le dépassent. Donc le parti est un exemple. Et je pense qu'effectivement, par exemple, le parcours de Thomas et des socialistes qui vont le suivre à l'OIT est aussi une expression pas d'un malaise dans le parti politique, mais du manque d'adéquation permanent entre ce qui est proposé par le parti, les marges de manœuvre que ça propose et la possibilité qui est offerte par des organisations autres que le parti, comme une organisation internationale. Donc ces acteurs ont conscience que, on ne va pas dire la doctrine, mais en tout cas les idées du parti, peut-être les bride dans ce qu'ils pourraient faire et que les sphères annexes vont être justement l'occasion d'explorer de nouvelles pratiques que le parti ne permet pas de mettre en œuvre. Bien, merci beaucoup à tous les trois pour cet échange très riche. Donc ce numéro sur les possibles des mondes ouvriers et socialistes, qui sont à la fois comme un objet de recherche, mais aussi des possibles de la recherche elle-même qui se renouvellent, on le voit très bien. Donc un numéro qui a été soutenu par la Fondation Jaurès et par la Fondation Gabriel Péri, qui aurait dû faire l'objet d'un colloque aux Archives nationales, qui ont également soutenu l'initiative, mais qui est aujourd'hui accessible ou en version papier donc pour les cahiers Jaurès, ou bien sur Cairn, également accessible au public. Je vous remercie beaucoup et une excellente journée à vous. Merci. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.